Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Hommage à Georges Dieny Kobinan. Le RDR se souvient de son fondateur. Cela fait 20 ans qu'il est décédé. Aujourd'hui, une messe a été dite pour le repos de son âme à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Elles souffrent, meurent sous les coups de leurs conjoints dans le monde. Une femme sur 3 est ou sera victime de violences conjugales. À Abidjan, 70% des femmes en sont victimes. La Côte d'Ivoire au Salon du Livre maghrébin, notre pays est invité d'honneur. Au Maroc, les acteurs du livre vont créer une collaboration entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Une messe pour le repos de l'âme de Dieny Kobinan. Le fondateur du RDR est décédé il y a 20 ans. Sa famille politique lui rend hommage. Le Premier ministre, la grande chancelière et plusieurs cadres de ce parti étaient aujourd'hui à la paroisse Saint-Jean de Cocody, Wodjon Telesoro, Gabriel Zani. Une messe d'action de grâce en hommage à Dieny Kobinan, fondateur du Rassemblement des Républicains, est célébrée à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le RDR se souvient des valeurs qui ont marqué l'homme politique. L'homélie du curé de la paroisse Hippolyte Agnegouri, un témoignage de la vie de Dieny Kobinan. Souvent compris, souvent incompris, l'homme ne baisse pas les bras. Il travaille à rendre son vécu joyeux et meilleur. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Nul ne peut vivre indéfiniment dans l'injustice et de l'injustice. Un jour, il sera démasqué. Notre illustre défunt, Dieny Kobinan, fut un assoiffé de justice à sa manière et selon ses convictions humaines, qu'il trouve aujourd'hui la récompense des hommes intègres. L'élite du Rassemblement des Républicains marche dans les pas de leur premier leader. Vice-président, secrétaire général, cadre du RDR, ceux qui ont connu Dieny Kobinan continuent de porter son flambeau de paix et de combativité. Nous avons été avec Dieny Kobinan et nous avons pu découvrir cet homme exceptionnel. Nous souhaitons que les enseignements de Dieny Kobinan, ces enseignements doivent être pris en compte par les hommes politiques, mais par les Ivoiriennes et les Ivoiriennes. Nous continuerons de faire la promotion des valeurs et des œuvres qu'il a créées et qu'il a véhiculées de son vivant, afin que les Ivoiriens puissent s'en inspirer. Je crois que Dieny Kobinan doit être heureux là où il est, parce qu'il a toujours voulu voir les enfants du président Félix Houphouët-Boigny rassemblés. Les plus jeunes cadres du RDR veulent également retracer ses actions politiques. Pour les jeunes militants que nous étions, Dieny était celui qui nous drainait dans les manifestations. Je me rappelle encore, en 1998, le Front républicain avait décidé d'organiser une série de manifestations en vue donc de la réforme du code électoral. Et j'ai pu participer à certaines manifestations, que ce soit à Cocody ou ailleurs. Et là, nous avons découvert Dieny, qui pour nous était une référence. Franchement, je ne m'attendais pas à tant de monde et je rends grâce à Dieu. Et surtout qu'après ces élections, tout le monde était fatigué. Ils sont restés fidèles à Dieny. Courage, détermination politique, voici les maîtres mots de cette 20e célébration de la disparition de Dieny Kobinan. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody a encouragé le RDR à prier pour le repos de l'âme du fondateur du parti. L'inspecteur général d'État veut de l'efficacité dans la gestion des dépenses. Théophile Awandoli était jeudi dernier à la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques. Il promet des solutions aux difficultés que rencontre cette structure. Jean-Louis Gbangbo. En face des inspecteurs auditeurs, membres de la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques, CEADP, la délégation de l'inspection générale d'État, conduite par Théophile Awandoli, en visite dans les locaux de ces structures dont la mission principale est de favoriser une utilisation plus efficiente des ressources de l'État.
L'inspecteur général d'État est venu insister sur la synergie d'action à mener en vue de garantir efficacité et qualité de la dépense. Ce sont ces structures qui travaillent pour améliorer la bonne gouvernance au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je crois que si nos ressources sont bien gérées, très bien gérées, c'est plutôt des gains que la Côte d'Ivoire aura. Alors il faut peut-être mettre un peu plus de moyens pour avoir beaucoup plus de gains. Pour les membres de la CEADP, cette visite est une source de motivation supplémentaire. C'était une joie pour nous de recevoir la plus haute autorité du contrôle dans notre structure. Et cela pour nous galvaniser davantage à bien faire le travail pour la bonne gouvernance. Qui parle de dépenses budgétaires dit qu'il faut des dépenses efficientes, des dépenses efficaces. Depuis sa création en 2005, la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques a effectué 49 missions d'évaluation portant sur 301 structures et produit 268 rapports. Les investisseurs peuvent désormais effectuer leurs opérations à distance. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire met en place 225 Invest CI, une plateforme numérique qui contient toutes les informations que recherchent les investisseurs. Lanciné Bakayoko. Plus besoin de se déplacer pour accomplir les formalités liées à votre entreprise. Il suffit simplement d'un clic via votre tablette sur le portail unique des services à l'investisseur pour savoir toutes les procédures, tous les actes utiles et surtout pour réaliser l'ensemble de vos opérations. Son nom, 225 Invest CI. C'est un outil qui est mis à leur disposition. Obligation non, mais nous les incitons fortement à utiliser ce portail pour qu'ils puissent apprécier l'effort que le gouvernement a eu à faire pour leur mettre à disposition un outil moderne de travail pour leur faciliter la vie. Ce portail constitue un point d'accès cohérent dont la mission est d'informer et de renseigner les opérateurs économiques. À titre d'exemple, la nouvelle plateforme numérique offre la possibilité d'entrer en transaction avec l'État à travers plusieurs classes de services tels que la création en ligne, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts ou encore les cotisations sociales. Les transformations structurelles qu'il induit doivent permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de locomotive dans la sous-région et d'améliorer ses performances dans le domaine de l'environnement des affaires. Célérité, transparence, efficacité, fiabilité et modernisation. Des atouts essentiels pour la transformation positive de l'économie ivoirienne. Nous poursuivrons nos actions pour améliorer l'environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du Millennium Challenge Corporation. À travers toutes ces réformes, la Côte d'Ivoire envisage de se positionner comme un hub régional avec une forte attractivité dans tous les secteurs d'activité. Les acteurs de la communication et des médias ont un nouveau guide, un document de politique nationale adopté. Ce texte prend en compte les défis des médias en Côte d'Ivoire. Isaïe Otiona. Diagnostiquer tous les maux qui minent les domaines de la communication et des médias en Côte d'Ivoire et trouver des solutions durables pour les rendre viables. Des experts du secteur ont mis à profit une rencontre à Grand Bassam pour mettre en place un document cadre de politique nationale de la communication et des médias, PONACOM. Les problèmes de la presse sont connus. Et nous avons remis encore sur le couvert, cette fois-ci en essayant de proposer des solutions à court, moyen et long terme pour que nous puissions sortir du secteur de la presse écrite, de la précarité qui est la sienne aujourd'hui. Initiée par le ministère de la Communication et des Médias, cette rencontre dans la ville historique de Grand Bassam a permis de poser des jalons pour le contrôle des réseaux sociaux. Il faut veiller à la gouvernance de ces réseaux sociaux. Il faut une gouvernance éthique, il faut une gouvernance morale, il faut une gouvernance professionnelle. Les réseaux sociaux, s'ils sont des instruments d'information et de communication, doivent obéir aux mêmes règles éthiques et déontologiques. La presse est un régulateur important de la société. La représentante du représentant, résident de l'UNESCO, a réitéré
la volonté de l'institution d'accompagner les médias nationaux dans la promotion de la démocratie. C'est une initiative que nous saluons. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO n'a pas hésité à mettre à disposition un expert, un journaliste de profession très expérimenté, un ancien fonctionnaire de l'UNESCO pour appuyer justement ce processus et permettre en fait que ce document, que cette politique nationale de communication et des médias prenne en compte tous les défis des médias en Côte d'Ivoire. Saluant la qualité des travaux, le ministre de la Communication et des Médias a indiqué que la presse est une priorité pour le chef de l'État et le gouvernement. Toutefois, il a invité les journalistes à plus de professionnalisme. L'État continuera à aider nos médias, mais à la seule condition que les critères d'excellence soient respectés, conformément aux textes en vigueur et en prenant en compte les missions de service public des acteurs institutionnels. J'invite donc tous les acteurs au dialogue et à la modération. L'option que prend la Côte d'Ivoire avec la définition de la PONACOM permet de mettre en œuvre des politiques et stratégies de développement sectoriel dans des domaines fondamentaux tels que la presse, l'audiovisuel, la communication publicitaire, les nouveaux médias et le porte-parole. Un chronogramme d'exécution des recommandations a été établi afin de rendre dynamique et porteur le secteur des médias en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut accélérer la transformation de l'agriculture. Un projet pôle agro-industriel voit le jour dans la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro. Des centaines d'emplois créés pour les jeunes. Kader Sogodogo. Koubi, 5 km après Tébissou, en route pour Didiévi. Les journées de l'administration agricole délocalisée se tiennent dans le Bélier. Mamadou Sangafoua Koulibaly, aux commandes d'une niveleuse pour donner le départ de ce qui pourrait changer positivement les conditions de vie des populations de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Le 2 PAI Bélier, un projet agro-industriel qui s'inscrit dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA 2016-2020. Il répond à la vision du gouvernement de transformer l'agriculture dans toute sa chaîne, de la production jusqu'au producteur, avec des techniques modernes pour des revenus nets. D'un coût de 81 milliards de francs CFA, le 2 PAI Bélier repose sur 3 composantes. 1. Restaurer le capital productif en dotant le Bélier et le district de Yamoussoukro d'infrastructures essentielles au développement de l'agriculture. 2. Développer les chaînes de valeur avec le renforcement de capacité des acteurs clés du développement agricole. 3. Assurer une gestion efficace du projet. La bonne gouvernance s'entend. Je voudrais rassurer les parents de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro de l'effectivité du projet 2 PAI Bélier et les inviter par la même occasion à s'y intéresser afin de contribuer ensemble à la relance économique de la région. Le Bélier et Yamoussoukro tiennent là assurément une bonne part de l'émergence à travers l'agriculture. Nous sommes venus ici manifester la volonté du gouvernement de contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois pour les jeunes générations. Des filières agricoles porteuses, riz, manioc, légumes, porcins et poissons seront développées. 112 000 bénéficiaires directs, 800 jeunes diplômés, 200 PME et 230 000 femmes animent le projet. Du matériel roulant avec 2 véhicules, 41 motos et du matériel informatique ont été offerts au projet qui démarre dès à présent. Je vous propose de suivre à présent quelques réactions au terme de la cérémonie. Nous aimerons dire merci au président qui permet à des entreprises ivoiriennes, parce que nous sommes ivoiriens, de réaliser ces travaux-là. C'est une région comblée avec ce projet et ce que nous attendons, c'est de faire en sorte que tout ce qui va se faire puisse permettre à nos parents, surtout aux jeunes et aux femmes, de pouvoir se prendre en charge. C'est un projet intégré qui va toucher toutes les communes de la région de Bélier et qui aura des impacts à plusieurs niveaux. Il va construire plusieurs périmètres irrigués et rizicoles, des périmètres maraîchers, des pistes agricoles, des points d'eau. Donc il va aussi appuyer toutes les structures régionales
qui seront chargés de la mise en œuvre de ce projet. Et il va aussi assister les groupements des agriculteurs. Une centaine de groupements d'agriculteurs sera restructuré et appuyé pour pouvoir transformer leur agriculture et pouvoir surtout valoriser leurs produits agricoles. Cela permettra à mes jeunes collègues et moi d'avoir de l'emploi et d'assurer notre bien-être plus tard. Une femme sur 3 dans le monde est ou sera victime de violences conjugales ou sexuelles. À Abidjan, 70% des femmes sont concernées. De nombreuses femmes meurent en silence sous les coups de leurs conjoints. Le dossier de Christelle Menin. Ça part des injures, des humiliations. Après, maintenant, c'est des coups de poing. Les gens nous disaient, tu attends qu'il te tue avant de partir. Il y a certains enfants même qui disent à leur maman, si tu n'arrêtes pas, quand papa va venir, je vais lui dire et tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est un crime vieux comme le monde, étouffé sous le poids des traditions et des préjugés. Sur 3000 Abidjanaises interrogées, 70% déclarent être victimes de violences conjugales. Aucune catégorie sociale n'est épargnée. Bastonnade, viol, humiliation, menace de mort, jusqu'à ce que celle-ci soit une réalité. Ce qui tue aussi, c'est la culture du silence. Il fait voir des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment un calvaire, quoi. Derrière les murs des maisons, dans le cocon familial, c'est une des violences les plus répandues en Côte d'Ivoire, généralement insoupçonnable au début de la relation. Comme avec Muriel, qui pensait avoir trouvé le prince charmant. Et puis un jour, le premier geste violent. Il m'a donné un coup sur la bouche. J'ai vu les étoiles, quoi. Je n'ai rien compris. Il m'a fallu au moins quelques secondes pour me dire qu'il fallait, il a fait. Le premier geste est déjà le geste de trop. Mais bien souvent, avant les coups, des violences psychologiques causent de blessures émotionnelles tout aussi douloureuses. Injures, dévalorisation, menaces, jalousie. Il y a aussi les actes de contrôle, qui consistent à priver son conjoint de sa liberté de mouvement, de pensée ou de ressenti, empêcher son conjoint d'avoir accès à l'argent, à ses proches, ou de sortir du domicile sans demander la permission. Il m'insulte en public, soit il s'adresse à moi comme un torchon ou une serpillière. À la suite, c'était question de choisir mes amis, ma famille. Et une fois, il a osé me dire, si je vais appeler ses sœurs ou ses cousines, je dois lui demander la permission. Un homme qui frappe recommencera toujours. C'est toute leur histoire de vie. Ceux qui ont souffert de cela à l'enfance eux-mêmes, ils ont été victimes de violences. Vous avez le monsieur qui est dans une fonction d'autorité. Il y a le pervers narcissique. Il va prendre quelqu'un qu'il sait pouvoir manipuler. Il a pris soin de se montrer gentil et très très large avec ses proches. Il a pris soin de la priver de certaines de ses ressources amicales fortes, de sorte qu'elle se retrouve seule face à lui. Et quand il finit par la battre, elle n'a plus personne à qui aller raconter cela. Selon les spécialistes, les violences conjugales obéissent à un cycle. La phase de tension, période de menace qui contraint la victime à faire attention à tous ses gestes, puis la crise, le conjoint violent passe à l'action, frappe la victime, vient le déni, les excuses, prétextant que c'est la faute de l'autre. La victime doute de ses propres perceptions et se sent responsable de la situation. Enfin, la lune de miel, le conjoint violent demande pardon et promet de changer. La victime lui donne une chance et constate ses efforts avant de rebasculer dans un climat de tension. En Côte d'Ivoire, pas de texte juridique spécifique sur les violences domestiques. Elles sont considérées et punies comme des coups et blessures selon l'article 345 du Code pénal. L'article 345 du Code pénal qui sanctionne les coups et blessures volontaires ne prend pas spécifiquement en compte les violences conjugales. Les seules hypothèses prévues par la loi sur le divorce, ce sont des sanctions donc civiles, mais pas de sanctions pénales pour les cas de harcèlement et autres formes de violence, surtout sexuelles, dans un couple qui ne sont pas prises en compte. La honte, la culpabilité, l'isolement, l'incompréhension des proches, surtout en l'absence de traces de violence sur le corps, les brutalités domestiques contre les femmes sont considérées comme banales, presque normales, dans les sociétés africaines. Selon la Banque mondiale en 2016,
51% des Africaines considèrent que leurs maris ont raison de les battre. Une tolérance culturelle qui explique en partie pourquoi les victimes ont du mal à partir, même quand les violences sont de moins en moins supportables. Blandine a vécu cet enfer pendant son enfance. Durant de longues années, son père a battu sa mère. Mes petits frères et moi avons beaucoup souffert de cela et on continue encore d'en payer le prix. Moi, personnellement, je m'étais dit que je n'allais pas me marier parce que pour moi, un mari, c'est un problème. Peut-être un amant pour faire 1-2 enfants, pour chercher chez moi, puis ça me va. Aujourd'hui, à 36 ans, célibataire, sans enfant, elle n'a pas encore fini de se reconstruire et garde en mémoire les séquelles de cet environnement familial violent. On a d'abord mal parce qu'elle est battue, mais on a encore plus mal lorsque on ne peut pas la faire sortir de cette souffrance-là. Elle en parlait toute seule, à la cuisine. Où aller sans moyens et quand on n'a personne chez qui rester? Il n'existe pas de centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de structure prévue, ne serait-ce même que pour écouter ces femmes, pour les accompagner. Il n'y en a pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent souffrir en silence. Difficile de partir, mais encore plus difficile quand on a quitté, selon les victimes. Se reconstruire seul, guérir de ses blessures physiques et psychologiques infligées par l'être aimé. Difficile, mais pas impossible quand on a fait le choix de vivre. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. Ajoutons que les hommes aussi sont victimes de violences conjugales, mais la proportion est très limitée. Un cas de violence à Koumassi, dans le district d'Abidjan. La police a arrêté le présumé assassin d'une dame de 82 ans. Le coupable est âgé de 23 ans. L'homme s'est introduit au domicile de sa victime. Il a violé et poignardé. Abou Sanogo. Le corps sans vie de dame connaît Aou Thérèse, âgée de 82 ans, retrouvée à son domicile. La victime est trouvée nue, recouverte d'un pagne, portait plusieurs blessures ouvertes faites à l'aide de tessons de bouteilles. Les faits se sont déroulés à Koumassi, Carrefour Gelti. Voisin à la victime qui vit seule depuis sa retraite, il a escaladé sa clôture pour attendre qu'elle ouvre la porte le matin. Dame Kone, ne se doutant de rien, en ouvrant sa porte, est surprise de constater la présence de son bourreau encagoulé. Dans la lutte qui s'engage, elle réussit à démasquer son agresseur. Se voyant découvert, il se saisit d'une bouteille et l'assomme. Évanoui, il va abuser d'elle avant de la poignarder mortellement avec les tessons de bouteille. Il emporte les 2 téléphones portables et la somme de 300 000 francs de sa victime. Saisi, le commissariat du 6e arrondissement de Koumassi, conduit par le commissaire Lezou, diligente automatiquement une enquête avec l'appui de la direction de l'informatique et des traces technologiques et le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, et qui aboutit à l'interpellation du présumé assassin qui, interrogé, reconnaît les faits. C'est moi qui l'ai assassiné. Je suis entré chez elle à son domicile le vendredi nuit. Et étant là-bas, j'ai attendu jusqu'au samedi matin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Je suis entré derrière elle et je l'ai tapé, je l'ai maîtrisé à ce que je la viole. Rien ne peut en toutes circonstances justifier la mort de qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun motif. Le présumé assassin répondra de ses actes devant le parquet d'Abidjan. Les scientifiques font des propositions pour préserver la paix. Un colloque se tient à Yamoussoukro à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, une institution qui œuvre pour la recherche de la paix. Léon Brou. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, une des plus prestigieuses distinctions du système des Nations Unies. Il encourage les personnes physiques et morales qui travaillent à la sauvegarde et à la promotion de la paix dans le monde. L'UNESCO l'a institué le 15 novembre 1989 en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a non seulement instauré la paix intérieure dans son pays, mais également il s'est impliqué dans les conflits qu'il y a eu en Afrique et dans les conflits qu'il y a eu dans le monde, notamment au Proche-Orient. Les gens ont retenu son respect de l'homme, son respect de la vie, son imprégnation des réalités du terroir et son ouverture au monde
et sa connaissance de tous les enjeux qui le structurent. Ces actions en 5 axes selon le présent colloque, dont la lutte pacifique pour l'indépendance, la diplomatie, la coopération, la résolution des conflits tant dans le pays qu'en Afrique et dans le monde, par Félix Houphouët-Boigny. Une somme de repères qui rejaillissait sur la Côte d'Ivoire entière comme un pays de paix. Une paix regrette toujours le colloque que les Ivoiriens se doivent de reconquérir. Il y a eu une faille de la paix dans le pays où ont été pensés le concept de culture de la paix et le prix Félix Houphouët-Boigny. Pour tout vous dire, c'est un comble que les Ivoiriens ont pour mission, et les hommes politiques en particulier, de relever, ne serait-ce qu'en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Car le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO œuvre pour l'unité au regard du contexte politique mondial de sa création. Il s'agissait alors d'œuvrer au principe d'universalité de l'UNESCO qui avait été ébranlé par le retrait de 2 États membres importants, les États-Unis et le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dépositaires de la charte de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire participe au Salon du livre maghrébin à Oujda au Maroc. Notre pays est invité d'honneur. Une dizaine d'écrivains et éditeurs à cette rencontre de collaboration entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Franco Quadio. Salon du livre de Oujda. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. Dans la délégation, une personnalité littéraire reconnue, Tanila Boni, écrivaine, poétesse et professeure de philosophie. Dans ses bagages, sa dernière parution, Habiter. Je parle des migrants et je commence par dire que nous sommes aujourd'hui et hier. Nous avons toujours été, nous sommes toujours et je sais que nous serons toujours des migrants. Ce qui veut dire que quand on habite quelque part, il arrive que pour une raison ou pour une autre, on quitte son lieu pour aller ailleurs. Parler d'Afrique, parler du monde, une passerelle à franchir et à établir. Et la Côte d'Ivoire, à travers sa présence, veut comprendre et partager. Le président des écrivains ivoiriens est content de l'expérience. Les bâtiments que nous voyons, les stands, la qualité des débats démontrent que le gouvernement est totalement investi dans le soutien à la culture et précisément à la littérature. Quand je dis nous nous enrichissons, je veux dire que nous nous rendons compte que la littérature est marginalisée, esseulée, ne peut pas véritablement s'épanouir. Écrivain, mais aussi éditeur, venu s'imprégner des bonnes pratiques et nouer des relations. Nous sommes là pour présenter la production ivoirienne aux Maghrébins. Surtout que notre entreprise s'est lancée dans la production d'ouvrages en arabe. Il était important de venir présenter ce que nous faisons ici et de pouvoir les comparer à ce que font nos frères du Maghreb. La Côte d'Ivoire étant invitée d'honneur, il était assez important d'être présent à ce rendez-vous afin de présenter notre catalogue, nos nouveautés. Le Salon du livre de Oujda au Maroc a réuni 225 intellectuels et acteurs du livre. La ville a été désignée capitale de la culture arabe pour l'année 2018. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.